Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Focus, votre émission qui fait le round-up de l'actualité de la semaine sur Echo 237, désormais tous les dimanches. Dans ce tout premier numéro, nous revenons sur l'actualité de la semaine au Cameroun. Évoquons d'entrée de jeu l'enlèvement du sous-préfet Dida Bato dans la région du Sud-Ouest. Les ravisseurs demandent une somme de 350 millions de francs CFA pour sa libération. On revient en commentaire tout à l'heure. Parlons également dans cette autre édition de Focus de l'arrêt des fouilles à la falaise de Tchang qui fait des mécontents. On reviendra également sur l'actualité qui fait grand bruit depuis pratiquement 2 semaines. La présence remarquée du président du Conseil constitutionnel à une réunion où une motion de soutien à la candidature du président Paul Biya a été évoquée. Mesdames, Messieurs, on terminera par l'assainissement du fichier solde de l'État. C'est près de 1172 fonctionnaires qui ont été radiés cette semaine de la fonction publique. Tous ces sujets d'actualité seront développés avec la participation de l'homme de la rue dans quelques instants. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux présentant Roland Ewanet, le sous-préfet d'Dida Bato dans la région du Sud-Ouest Cameroun, en train de subir un traitement inhumain. Des sévices corporels sont perceptibles. Il est pratiquement ligoté et suspendu sur une barre de fer. Et ses ravisseurs lui administrent un traitement inhumain. D'après les informations recueillies de sources sûres, il est demandé à sa famille 350 millions de francs CFA pour sa libération. Au sujet de cet enlèvement attribué aux forces séparatistes dans la région anglophone, que pensent les Camerounais? Nous avons recueilli leurs avis. Écoutons-les à notre micro-trottoir. Pourquoi a-t-on enlevé le sous-préfet? Quand vous allez répondre à cette question, vous allez savoir s'il faut donner l'argent ou pas. Parce que même l'argent ne peut pas résoudre le problème. Donc il faut, pour régler ce problème, il faut aller en profondeur. C'est depuis 1960 qu'il faut trouver la solution sur ce problème. Que les Camerounais s'asseyent et discutent. Parce que c'est les colons qui nous ont mis dans cette histoire. Et dès tant que les Camerounais ne s'asseieront pas pour trouver la solution sur leurs problèmes, ça ne doit pas résoudre, même si on donne n'importe combien. Quand l'argent va finir dans leur poche, il va encore enlever une autre personne. Hein, vous voyez? Donc nous survolons les choses. Ça ne peut pas résoudre le problème. Je dis que même si on se gère ce problème, si l'État donne n'importe combien, sans traiter ce dossier à son profondeur pour satisfaire les deux côtés, on aura toujours ce problème. Et même maintenant là, les discussions seront difficiles. Et aller là où on ne devait pas aller, si on s'attardait à ce problème, sans chercher à jongler, on n'aurait pas ce problème. On sait que le sous-préfet c'est le représentant du chef d'État. Et s'il y a quelque chose comme ça, c'est l'État de prendre charge. Ce n'est pas la famille. Parce qu'il est au travail. Et c'est l'État qui fait ça. Malheureusement, dans tous les gouvernements, l'État ne fait pas les négociations avec les gens de, je ne sais pas, peut-être des terroristes ou même, oui. Et ça fait un peu vraiment difficile. Mais c'est mieux le gouvernement de un peu faire des efforts, de même essayer de récupérer le sous-préfet. Même si c'est pour payer cet argent, il peut payer. Il y a les gens qui prennent l'argent de l'État, qui mangent l'argent et personne ne fait rien. Donc je ne vois pas si c'est un problème de l'État de prendre cet argent, de donner pour qu'un représentant de l'État est libéré. Une situation véritablement triste pour cette famille. Rappelons que c'est depuis 2016 que les régions anglophones du Cameroun sont en proie aux violences armées entre les forces séparatistes et l'armée camerounaise. Évoquons à présent une autre actualité dans cette autre émission.
L'assainissement du fichier solde de l'État se poursuit. Il faut dire que c'est près de 1172 fonctionnaires qui ont été radiés de la fonction publique. L'annonce a été faite cette semaine par Joseph Lay, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il s'agit entre autres des agents d'État, des contractuels d'administration et des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires fictifs, pour certains qui ne sont plus au pays, et d'autres par contre sont sur place et perçoivent des salaires sans pour autant être en poste. Il faut dire que cette opération de comptage physique du personnel de l'État a été lancée en 2018 par le ministère des Finances, et à ce jour, c'est plus de 6 000, près de 7 000 agents de l'État qui sont concernés. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative annonce que dans les tout prochains mois, c'est près de 3 000 autres agents fictifs de l'État qui seront radiés ou révoqués de leurs fonctions. Écoutons à ce sujet les réactions de l'homme de la rue. Le Cameroun est dans une phase de restructuration. Et la corruption a tellement gangréné notre pays, les faux dossiers, les gens qui ne sont pas à leur poste, alors qu'il y a d'autres au quartier qui pouvaient être à ce poste. C'est une réforme. Et je me souviens de 2030-2035. L'Afrique est en train de subir, surtout le Cameroun est en train de subir une mutation qui est certes vraie. C'est ceux qui ne voient pas que d'ici 2030-2035, beaucoup de choses vont changer en Afrique. La corruption, il faut la combattre. Il n'y a rien à faire. Pour que l'Afrique se sente bien, le Cameroun se sente bien, il faut combattre correctement la corruption. Parce que tous ces agents véreux, déjà, peut-être ils sont en Europe, mais ils continuent à émerger dans le fichier solde de l'État. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est de la corruption. Et c'est de ça. C'est pour ça que l'Afrique est en arrière. La corruption, il faut automatiquement l'éradiquer. Même si on ne parvient pas pour le moment, on est sur la bonne lancée. Un jour, on espère que l'État va parvenir à réduire au moins les 60 à 50%. Cet État souffre d'une gangrène qui s'appelle la corruption. Et cette corruption, si on ne peut pas l'éradiquer au moins à 30, 35, 40%, l'Afrique ne va pas s'élever. Surtout le Cameroun, parce que nous sommes les mailles, les représentants de l'Afrique centrale. Qui dit Cameroun dit le 237. Oui, le 237 doit faire des efforts pour ressortir et diminuer cette corruption. Les gens qui se battent pour avoir un matricule, dès qu'ils ont le matricule, ils abandonnent encore le même matricule pour fuir, pour aller à l'étranger. Le ministre de la fonction publique de la réforme administrative dit qu'il y a combien de 3000 et poussières qui ont abandonné leur service et qu'on les a rayés. Dans un pays normal, un homme qui touche l'argent sans travailler doit faire la prison. L'État doit le poursuivre. Mais malheureusement, c'est seulement qu'on a enlevé 3250 personnes de la fonction publique et jamais on ne nous dit pas s'il n'y a plus de justice au Cameroun. Pour être efficace, il faut poursuivre ces gens. Parce que parmi les fonctionnaires, il y en a qui touchent les 2, 3, 4 salaires. Ils sont là, ils sont connus. Il y a des gens même qui restent au quartier, ils ne travaillent nulle part et à la fin du mois, ils partent émarger. Donc ces gens-là, ils connaissent ces gens. C'est parce qu'ils n'ont plus assez de moyens qu'ils sont là pour raconter des histoires qui ne tiennent pas. Autre actualité dans ce focus, revenons sur le drame de la falaise de Tchang qui engloutit près de 12 familles. Il faut dire que plusieurs autres corps introuvables sont encore enfouis sous terre depuis le glissement de terrain observé sur cette falaise, désormais zone interdite. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a ordonné l'arrêt des fouilles. Une décision qui a fait beaucoup de mécontents parmi les familles des victimes de cette catastrophe naturelle dont les corps sont encore sous les décombres de ce côté. Écoutons la réaction des Camerounais au sujet de la décision prise par le gouverneur de la région de l'Ouest. Lorsqu'il y a un éboulement ou alors une catastrophe naturelle comme celle-là, l'administration camerounaise, je veux dire, se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte de l'avancée et d'un certain nombre de détails, mais de trouver satisfaction, ne serait-ce qu'à la population. Vous imaginez une population qui est endeuillée
qui a besoin d'être soutenu, ne serait-ce que moralement. Mais malheureusement, comment est-ce que vous allez demander aux gens d'aller faire les deuils sans toutefois avoir les corps? Or, vous aviez un rôle à jouer dans l'obtention de leur corps. Moi, je pense que c'est une aberration, c'est un problème. C'est un problème et ça traduit, ça en dit long sur l'humanisme des autorités administratives au Cameroun. Donc, ça, nous allons dire que c'est très regrettable. C'est très regrettable et ça en dit long sur l'humanisme, n'est-ce pas, des autorités administratives au Cameroun. Signalons que malgré l'interdiction de circulation sur ce site ou alors de la présence humaine sur ce site par les autorités publiques, certaines familles qui recherchent encore les corps de leurs proches procèdent depuis quelques jours par des fouilles à l'aide de l'appel de ce côté-là, une pratique très dangereuse. Parlons de cette autre actualité qui défraie la chronique depuis pratiquement 2 semaines au Cameroun. Il s'agit de l'affaire Clément Atangana. Le président du Conseil constitutionnel a pris part à une réunion dans l'Union ESSO. Et il se trouve qu'à l'occasion de cette réunion réunissant les élites et forces vives de cette localité, une motion de soutien a été adressée à la faveur de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. De l'avis des observateurs de la scène politique, la présence remarquée de Clément Atangana à cette réunion où une motion de soutien a été adressée à la faveur d'un candidat de parti politique est illégale. Le mis en cause se défend par un droit de réponse adressé à Equinox Télévision, qui est le tout premier média à avoir évoqué le sujet énoncé dans une publication du journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Clément Atangana explique dans ce droit de réponse qu'il n'était plus présent dans la salle au moment où cette motion de soutien était signée par les élites de cette localité. À la suite de cette actualité qui suscite moult interrogations et questionnements, Écho 237 passe la parole à quelques hommes de droit. Écoutons leurs avis. Déjà, il faut noter qu'il est utopique d'imaginer que le président du Conseil constitutionnel va démissionner de ses fonctions relativement à la plainte déposée par le MRC. Parce que jusqu'ici, d'après les déclarations du secrétaire général de la dite association, d'après ce que l'on a appris, il me semble que le MRC n'a pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir parvenir à une bonne fin. Bon, ça c'est déjà la situation. Maintenant, si on revient à la réalité camerounaise, nos autorités ne sont pas habituées, non pas à la culture de la démission. Donc, maintenant, s'il est clair que le président du Conseil constitutionnel a assisté à une réunion d'une association des élites d'une localité et que derrière lui, il y aurait eu des motions de soutien à l'endroit du président de la République actuel, il me semble peu plausible que cette plainte puisse prospérer. Il n'est pas interdit pour une élite d'une localité de participer aux réunions de développement de sa localité. Encore, il faudrait bien prouver qu'il a participé du début jusqu'à la fin. Je m'en tiens à ce que j'ai reçu comme information et ce que l'on a entendu à travers plateau, télévision et radio. Donc, maintenant, il est issu d'une localité bien déterminée, dont il est élite, mais est-ce qu'il faudrait passer outre les décisions de développement ou encore des questions de développement de son village ou bien de sa ville natale? La participation du président du Conseil constitutionnel à une réunion partisane. Et moi je pense qu'en tant que haut magistrat et président du Conseil constitutionnel, il devait afficher une neutralité partout dans la vie, sans exception. Il doit être neutre, il doit être au-dessus des discussions partisanes. Donc moi je pense qu'il a eu tort de se retrouver à cette réunion. Là, franchement, il manque de crédibilité. Il devait afficher une neutralité, sans équivoque. Est-ce qu'il a participé, oui ou non? Ça, c'est la question. On ne lui a pas demandé de s'il a signé ou pas. C'est pour ça que dans certains dossiers, vous voyez, on recuse les magistrats. Parce qu'on l'a trouvé en train de boire avec eux, dans une réunion, on a doit le recuser.
C'est parce qu'on ne peut pas le recuser. On pourrait bien le recuser. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces points de vue divergents des juristes que nous allons mettre un terme à ce tout premier numéro de Focus sur Echo 237. Prenez l'habitude d'être connecté désormais tous les dimanches sur votre chaîne de valeur pour suivre cette production. Réalisée avec le concours de mes collaborateurs Jenny Caillot et Luc Bonguet, notre correspondant du côté de Yaoundé. Avant de partir, je m'en voudrais de ne pas évoquer cette autre actualité qui défraie la chronique concernant un accident de circulation survenu à l'entrée de la ville de Balmayo vendredi dernier. Un accident qui est imputé au convoi du ministre des Finances et du ministre des Travaux publics. Il faut dire qu'à la suite de toutes ces rumeurs, une mise au point a été faite par la cellule de communication du ministre des Travaux publics, faisant état de ce que le convoi exceptionnel qui partait de Balmayo vers Sarmelima a rencontré à l'entrée justement de la ville de Balmayo cet accident qui s'était déjà produit avant donc l'arrivée du convoi exceptionnel transportant les deux membres du gouvernement qui ont décidé donc de s'arrêter afin d'apporter leur assistance aux familles éplorées. La mise au point laisse donc entendre que les deux ministres évoqués plus haut ne sont concernés en rien par cet accident de la circulation qui a ôté la vie à une jeune Camerounaise. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à présent à liker, à partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, votre chaîne de valeur. À très bientôt pour notre édition de Focus sur Echo 237. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.